prise en charge des personnes vivant avec handicap, comment est-elle organisée? Pourquoi font-elles objet de discrimination? Que fait le gouvernement pour les protéger? Le débat au féminin en parle ce samedi avec Madame Sophie Kajinga, journaliste travaillant avec les ONG qui s'occupent des personnes vivant avec handicap. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Fidèles auditrices et auditeurs de Top Congo FM, bienvenue à vous et merci d'avoir choisi ce magazine Le Débat au féminin. Vous le savez, c'est votre magazine qui reçoit les dames, différentes femmes, pour parler des questions qui touchent à la société. Aujourd'hui particulièrement, nous allons parler de la situation des personnes vivant avec handicap, comment ces personnes sont prises en charge, est-ce que leurs droits sont respectés, est-ce que l'État congolais s'occupe suffisamment de ces personnes, est-ce qu'il existe des structures appropriées pour la prise en charge de cette catégorie des Congolais. On en parle avec Madame Sophie Kajinga qui est avec moi dans ce studio. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Madame Sophie Kajinga qui est journaliste et puis elle travaille avec les personnes vivant avec handicap. Elle anime une émission consacrée entièrement aux questions des personnes vivant avec handicap au niveau de la RT-Duc, Radio, Télé et Duc TV. Et puis elle accompagne au quotidien les organisations non gouvernementales qui s'occupent des personnes vivant avec handicap. Bonjour Madame et bienvenue dans nos studios. Merci Madame, bonjour et merci de me recevoir dans votre magazine. Alors Madame, quelle est la situation des PVH en République démocratique du Congo? Merci d'abord de me donner la parole Madame. Et selon les récentes statistiques de l'OMS, il se révèle qu'1 milliard de personnes sur 3 dans le monde vit actuellement avec handicap, dont 80 millions vivent sur le sol africain et près de 15 millions ici en République démocratique du Congo. Quand on parle handicap, quels sont ces handicaps auxquels on fait allusion? Oui, je vais en citer quelques sortes. Il y a les handicaps moteurs comme l'aveuglement, la cécité. Il y a aussi les handicaps physiques. Donc, je ne peux me limiter qu'à cela. Vous ne vous limitez qu'à cela, mais est-ce que vous pouvez aider quand même l'auditeur à comprendre quand on parle de personnes vivant avec handicap? Quelles sont les personnes qu'on voit dans cette catégorie-là? Ok, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. D'abord, il y a les personnes qui ont une déficience mentale. Il y a des personnes qui ont une déficience visuelle, comme les personnes atteintes d'albinisme, que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a classées dernièrement parmi les personnes vivant avec handicap parce qu'ils ont les doubles handicaps, c'est-à-dire la déficience visuelle et la pigmentation de leur peau. Donc, ces personnes étaient aussi classées parmi les personnes vivant avec handicap. Donc, il y a les personnes qui ont un handicap physique, l'amputation du bras, de la jambe, des doigts ou autre. Voilà. Alors, quelle est la catégorie la plus représentante en République démocratique du Congo? Quel est le handicap qu'on retrouve le plus en RDC? Oui, je peux dire que c'est les amputations. Parce qu'aujourd'hui, la RDC connaît une situation de guerre dans sa partie Est. Et vous savez que les conflits créent tous les jours les personnes vivant avec handicap, dans le sens que tous ces déplacements massifs font en sorte que les personnes puissent perdre l'un des membres de son corps. Donc, voilà, je peux dire que c'est l'amputation. Vous êtes au quotidien avec les organisations non gouvernementales s'occupant des personnes vivant avec handicap. Tout à fait. Si on peut parler de leur situation, est-ce qu'il y a ces PVH qui vivent en famille? D'autres sont est-ce qu'il y en a qui vivent dans des centres aménagés pour leur hébergement, ou il y en a d'autres qui sont livrés à leur triste sort? Oui, aujourd'hui, l'État congolais fait quand même un effort. Il faut dire que depuis l'avènement du président de la République à la tête du pays, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, il y a beaucoup d'avancées significatives. D'abord, il y a la nomination d'une personne vivant avec handicap comme ministre délégué en charge des personnes vivant avec handicap.
Il y a la loi organique portant protection et promotion de la personne vivant avec handicap qui a connu son cours normal dans les 2 chambres du Parlement jusqu'à sa promulgation dans le journal officiel par le président au mois de mai dernier. Il y a aussi aujourd'hui la création d'un secrétariat général des personnes vivant avec handicap et nous continuons à plaider pour la mise en place d'un programme national des personnes vivant avec handicap. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il y a des centres qui ont été aménagés, vous les connaissez, vous les savez aussi, comme le centre qui est sur Willery. Il y a les centres de l'État en collaboration avec l'Église catholique pour l'hébergement des personnes vivant avec handicap. J'en ai énuméré 8 jusque-là. Je crois que c'est quand même une avancée. Vous parlez des avancées sur le plan législatif. Ouais. Quelles sont les innovations apportées par les textes qui ont été votés en faveur des personnes vivant avec handicap? Oui, c'est cette loi organique portant protection et promotion de la personne vivant avec handicap. Il faut que je dise ici qu'elle découle de la volonté de plusieurs chefs d'État africains à travers la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple qui a voulu que les personnes vivant avec handicap aient un cadre légal. Pourquoi j'ai dit que le Congo a fait une exception? C'est parce que ce cadre légal ne se trouve pas dans d'autres pays africains. Aujourd'hui, au Congo, ici, en RDC, les PVH ont quand même une base légale importante. Cette base, c'est cette loi organique portant protection et promotion des personnes vivant avec handicap qui a été votée et promulguée par les chefs de l'État. Mais notre regret est que il y avait beaucoup d'avantages qui étaient donnés aux personnes vivant avec handicap, comme la cooptation, qui a été débarquée de cette loi. Beaucoup de dispositions pertinentes qui ont été accordées aux personnes vivant avec handicap à travers cette loi ont été débarquées par les législateurs. C'est comme ça que nous disons, cette loi ne pourra pas être complète tant que ces dispositions pertinentes qui donnaient beaucoup d'avantages aux personnes vivant avec handicap ont été débarquées. Je vais vous donner un exemple, madame. Les chefs coutumiers et les confessions religieuses dans notre pays ne battent pas la campagne. Ils ont été exonérés, ils ont fait une exception dans le sens que ils sont cooptés. Et les chefs coutumiers, on peut les coopter. Maintenant, nous, on se demande pourquoi est-ce qu'on peut coopter les gens qui ont leurs bras, leurs jambes pour battre la campagne, par exemple, la campagne électorale, et mettre de côté les gens qui ont des jambes amputées, qui ont des mains amputées, qui ne peuvent pas les faire. La cooptation faisait partie de cette loi organique portant protection et promotion des personnes vivant avec handicap. On va les coopter parce que ce sont des personnes vivant avec handicap, oui, ou on va coopter parce que c'est des personnes vivant avec handicap mais qui le méritent, parce que vont aller au Parlement oui. des personnes, des hommes et des femmes vivant avec handicap qui vont aller pour porter haut la voix de cette catégorie marginalisée, si je peux le dire ainsi. Oui. Mais est-ce qu'on va seulement envoyer pour le plaisir d'envoyer, ou on va envoyer des personnes, je crois qu'on va arriver au des niveau personnes qui vont quand même jouer un rôle tout important. À fait. Je peux vous dire, parce que moi je travaille au quotidien avec les personnes vivant avec handicap, qu'il y en a qui ont des qualités. Ils ont des atouts et performances énormes. Ces personnes vivant avec handicap. Est-ce que ce ne sont pas des personnes qui se minimisent elles-mêmes aussi? Non, non, elles ne se minimisent pas, elles se battent tant qu'elles peuvent faire cela. Mais le problème, c'est que la loi a un caractère protecteur, madame. Et cette loi devrait protéger la personne vivant avec handicap. J'ai reçu dernièrement, le 13 juin dernier, qui était la journée internationale des personnes atteintes d'albinisme, ces personnes sur mon plateau, et elles m'ont dit qu'il n'y a aucune personne atteinte d'albinisme qui est dans les institutions. Et c'est une vérité. Il n'y a aucune personne atteinte d'albinisme qui est commandant dans la police, dans l'armée. Est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y a des personnes atteintes d'albinisme dans l'armée, dans la police? Il y en a? Il y en a, mais ils n'occupent aucun poste de responsabilité. Ils ont quel grade? Il y a des entreprises para-étatiques. Vous pouvez m'en citer une si personne. On revient dans l'armée, est-ce qu'on connaît quand même un officier, un sous-officier? Il y en a pas. Ça veut dire qu'ils ne vont pas dans l'armée. Non, non, mais il y en a pas alors qu'ils sont bourrés de performances inouïes.
Est-ce qu'avec tous les problèmes, par exemple, parlons des personnes atteintes d'albinisme, avec tous les problèmes de peau qu'ils ont, la formation militaire, mais ce sont des personnes humaines, madame. Ce sont des personnes humaines. Je ne pense pas que si une personne atteinte d'albinisme aujourd'hui est gradée de l'armée ou de la police, il va sortir sous le soleil parce que vous parlez de la peau. Il peut rester dans son bureau climatisé. Mais comment on va faire pour suivre la formation? Mais il va suivre, il peut bien suivre la formation. On peut le mettre dans les conditions acceptables pour qu'il fasse son travail. Moi, je pense que c'est une discrimination et elle n'est pas positive. C'est pas peut-être au niveau des familles déjà où on refuse, par exemple, que cette personne atteinte d'albinisme soit enrôlée dans l'armée ou aille servir non, mais au niveau de la police. je sais que la discrimination des personnes vivant avec handicap commence à la base, c'est-à-dire dans la famille. Ce n'est pas pour rien qu'on fait la promotion. Parce que nous avons les témoignages de plusieurs enfants qui étaient toujours renvoyés au calendrier grec. Même quand il y a des visiteurs à la maison, dans leur propre famille, on dit « Oh, wanabocha enana simandako ». Donc, parce que cet enfant vit avec handicap. Il fait la honte de la famille. Mais ces enfants, aujourd'hui, la vie nous a démontré que on peut vivre avec handicap, mais étudier jusqu'à devenir quelqu'un dans la vie. Est-ce que dans notre propre société, consciemment ou inconsciemment, nous ne discriminons pas déjà ces personnes? Regardez dans les espaces publics. Y a-t-il des espaces où on a prévu des rampes pour ces personnes? Y a-t-il au niveau des hôpitaux? Est-ce que dans tous les hôpitaux, il y a des rampes? Est-ce que dans les écoles, il y a des rampes? Est-ce que dans les supermarchés, il y a des rampes? Il n'y en a pas. Il n'y a rien qui est prévu. Même dans le bus. Il y a quelqu'un qui a été en Chine qui m'a dit qu'en Chine, quand vous entrez dans le bus, vous trouverez des places réservées aux personnes vivant avec handicap. Je vous ai dit que ces personnes font 15 millions de personnes ici en République. Alors, en quoi il y a eu avancé avec les lois dont vous parlez? C'est justement pour ça qu'on continue à mener des plaidoyers, à faire des promotions. Parce que, comme la loi a un caractère protecteur, la loi devrait protéger les personnes vivant avec handicap et les catégories vulnérables. Je vous donne les cas de pygmées dont j'ai reçu les présidents sur les plateaux. On les met également dans le rang des personnes vivant avec handicap. Ils font partie des personnes vivant avec handicap à cause de leur taille. Mais ces personnes vivent généralement dans des forêts. Et il y a la coupe effrénée des forêts dans notre pays. Ces personnes aujourd'hui vivent dans la cité, alors que naturellement, elles ne vivent pas dans la cité, elles vivent dans des forêts, dans des savanes boiseuses et herbeuses. Mais aujourd'hui, ils vivent dans la cité parce que leur milieu de prédilection a été dévasté, a été coupé, les forêts étaient coupées. Donc, il y a un problème avec les lois. Vous savez, madame, on a toujours dit que le premier des droits, c'est les droits à la vie. Si Dieu a déjà permis que quelqu'un existe, quelle que soit sa condition physique, il faut faire avec. Moi, je ne pense pas et je ne crois pas que les handicaps, c'est l'apanage de ces personnes. Aujourd'hui, vous pouvez tomber malade. L'hémiplégie, l'AVC ou n'importe quelle maladie, ça peut vous rendre infirme, ça peut vous rendre handicapé, ça peut vous handicaper. Donc, je trouve que nous trouvons que ça, c'est une discrimination qui continue et il faut en parler pour que ça finisse. Vous étiez en train de parler de ces personnes qui ne se retrouvent pas, la cooptation qui a été débarquée de la loi. Quels sont les autres avantages que les personnes vivant avec handicap ont perdus avec cette loi? Bon, il y a beaucoup d'avantages que je ne peux pas citer ici. Mais le problème, c'est que cette loi organique était promulguée dans ces formats-là, sans ces dispositions pertinentes. Et nous pensons que les démarches sont en cours. Il y a des gens qui doivent faire cela. Les démarches sont en cours pour que cette loi soit complète. Nous avons appris tous la création d'un secrétariat général des personnes vivant avec handicap et nous pensons qu'on va aller jusqu'à l'installation d'un programme national des personnes vivant avec handicap. Il y a beaucoup de programmes nationaux ici, de tuberculose, programme national de ceci, cela. Parce que ce programme national pourra prendre en compte la dimension prévention. Comment ne pas faire des enfants, par exemple, drépanocytaires. Ça, on peut bien le faire en faisant des examens. Font également partie des personnes vivant avec handicap. Mais pourquoi pas? Ces personnes, toute personne qui n'a pas ce que les autres personnes ont généralement, mais
C'est un handicap. Ces enfants ont un problème avec leurs os, les cailloux dans leur sang. Et vous savez, toutes les difficultés qui entourent ces enfants et la discrimination, on va en parler dans des écoles contre ces enfants à cause de leur morbidité. Et ce sont des choses, en tout cas, qu'il faut prendre en compte. Est-ce que les personnes vivant avec handicap sont harcelées dans notre société? Est-ce que ces personnes sont victimes d'agressions verbales, sont victimes de rejet jusqu'à ce jour où les choses sont en train quand même de changer? Oui, j'ai reçu sur mon plateau, moi je parle de ce que j'ai vécu, beaucoup de personnes vivant avec handicap sur mon plateau qui se plaignent du fait que même dans le bus de l'État, hein, les sociétés de l'État de transport, ils sont appelés Mouela. Il y a une jeune fille que j'ai reçue sur mon plateau qui m'a dit, dès que le chauffeur a vu que je m'approchais, il a dit, Mouela, où est-ce que tu pars? Toi, tu ne peux pas passer ici, laisse d'abord les autres personnes doivent entrer. Vous voyez, nous sommes au 21e siècle, des choses comme ça ne devraient pas se faire. Cette fille dont je vous parle, elle a sa petite maisonnette je ne sais pas, les trucs de beauté, elle gagne sa vie très bien, plus que les filles dites valides entre parenthèses. Mais quand elle veut se déplacer, le chauffeur d'un bus de l'État, il lui dit, toi tu es Mouela, tu dois te mettre d'abord de côté, tu laisses la place à ceux qui sont valides. Puisque vous parlez déjà de ces discriminations, quelle autre discrimination auxquelles font face ces personnes au quotidien? Il y a aujourd'hui l'éducation. Je vais vous dire, madame, que l'éducation pour tous fait partie des 8 objectifs des millénaires que se sont fixés les États à travers les Nations Unies. C'est-à-dire d'ici 2030, tous les enfants doivent étudier sans discrimination. Maintenant, allons-y avec les enfants en situation de handicap. Vous savez que beaucoup d'enfants vivant avec handicap ont la discrimination qui provient même du corps enseignant. Il y a un enfant qui m'a dit que chaque jour, s'il fait une bêtise dans sa classe, l'enseignant n'injuriait que son bras qui avait un problème. Hein, regarde ton bras là. Mais si c'est un enseignant qui le fait, que feront ses collègues élèves? Il y a un enfant, nous avons le cas d'un enfant atteint d'albinisme dont les collègues se moquaient chaque fois en classe. Et un jour, cet enfant de moins de 15 ans a pris une corde pour aller se suicider. Vous voyez à quel point c'est difficile. Donc, c'est vraiment important. Mais il ne s'est pas suicidé. Il ne s'est pas suicidé parce qu'il lui fallut qu'on l'échangeât des classes et qu'on mette en place d'autres mécanismes pour lui montrer qu'il était une personne humaine et qu'il n'était pas différente en tant que personne avec les autres collègues de classe. Donc, la promotion des valeurs préventives, la promotion des méthodes de cohabitation pacifique et harmonieuse avec les corps enseignants et les élèves sont très importantes, madame, pour que cette situation prenne fin. Est-ce que c'est les seuls problèmes auxquels font face ces personnes? Vous avez parlé de l'accès à l'école, mais nous voyons ces personnes vivant avec handicap qui se promènent à longueur de journée sur le boulevard avec leurs enfants valides. Est-ce que ces enfants-là ne sont pas également discriminés du fait qu'ils doivent accompagner leurs parents alors que les autres enfants sont à l'école? C'est ça le grand problème, madame. Vous savez, nous vivons dans un pays qu'on appelle un pays oméga biodiversité rare. Le Congo est très riche. Mais sur le terrain, il y a un autre problème. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Ici, c'est le siège des institutions. C'est la capitale. C'est le miroir même de notre pays. Comment expliquer que sur un grand boulevard comme 30 juin, vous trouverez des... Mais ils sont sur le boulevard Triomphal aussi depuis un temps. Ils sont un peu partout, mais c'est Et le vendredi, c'est la journée où ils passent, ils font du porte-à-porte. C'est comme ça que moi, je voudrais profiter de votre... Mais ces personnes-là ne sont pas fainéantes elles-mêmes aussi, d'une part, quelque part? Non, mais elles ne sont pas fainéantes parce qu'ils ne sont pas organisés. L'État doit organiser. Mais c'est l'État. C'est l'État qui doit organiser. Tous les autres corps de notre société, de la communauté sont organisés. Quand on veut parler, par exemple, de confessions religieuses, il y a un président des confessions religieuses au Congo. Quand vous voulez parler de confessions religieuses, vous allez voir ces présidents. Quand vous voulez parler de chef coutumier, il y a quand même un chef coutumier qui est au-dessus des autres. Mais quand on veut parler des personnes vivant avec handicap,
il doit quand même y avoir une organisation. Moi, je voudrais ici, à travers votre micro, demander à ce que toutes les sociétés minières, pétrolières et peut-être, je ne sais pas, forestières, toutes ces sociétés mettent de côté quand même une caisse en faveur des personnes vivant avec handicap. Mais il faut qu'il y ait une loi, non, qui institue cela. Mais la loi est déjà là, madame. En tant que personne, en tant que Congolais, on doit nous organiser. On doit attendre jusqu'où? La loi qui protège les personnes vivant avec handicap prévoit qu'on puisse organiser une caisse spéciale. Cette loi-là, c'est une loi organique. C'est-à-dire que quand les constituants, quand le législateur a mis en place la loi mère, la loi qui est la Constitution, il y a d'autres articles qui ont été laissés de côté. Notamment, cette loi organique qui a été créée pour donner solution à un problème à une certaine catégorie, comme la catégorie des personnes vivant avec handicap. Aujourd'hui, le budget prévoit combien? Le budget de la RDC? Moi, je ne peux pas vous répondre. Je crois que peut-être prochainement, vous aurez à recevoir Madame ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap. Mais déjà, les personnes que vous côtoyez, parce que vous avez déjà eu à recevoir Madame la ministre, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle vous a dit par rapport au budget alloué à la prise en charge de cette catégorie? J'ai eu à côtoyer Madame, j'ai fait avec elle une émission, mais je crois que jusque-là, ce n'est qu'un ministère délégué qui dépend totalement des ministères des Affaires sociales. À vous entendre, le budget ne représente rien. Je crois. Ils ne peuvent pas couvrir les besoins. Aujourd'hui, quels sont les besoins de ces personnes vivant avec handicap? Moi, je ne peux pas répondre à la place des personnes vivant avec handicap, mais je voudrais dire ici que... Vous côtoyez les ONG qui les encadrent? Je côtoie les personnes vivant avec handicap, mais le problème, c'est que il faut qu'il y ait quand même une organisation de cette catégorie. Parce qu'on ne peut pas trouver quand même les personnes vivant avec handicap en train de se débrouiller partout. Il y en a qui parlent mieux français que vous et moi. Je les ai côtoyés. Il y en a qui parlent mieux anglais. Bon, pourquoi, si ces personnes sont bourrées de talents comme ça, innés, on ne peut pas les récupérer et on ne peut pas faire en sorte qu'ils contribuent au développement de ces pays. Est-ce que ce ne sont pas ces personnes-là elles-mêmes qui manquent d'initiative? Non, parce que déjà au départ, discriminées au niveau de leur famille, rejetées par leur société, elles ont perdu confiance en elles et ont du mal à s'organiser. Non, madame, je peux répondre par non. Parce qu'il y a une ONG que j'ai accompagnée jusque-là, c'est Moussa Foundation. Ça fait partie de c'est Madame Moussa qui est responsable de cette ONG. Mais j'ai été vraiment étonnée, madame, parce que cette femme a été clouée dans sa chaise roulante depuis l'âge de 2 ans. Mais elle a transcendé son handicap. Elle a étudié. Elle a fini ici à l'université protestante. Elle est licenciée en économie. Aujourd'hui, elle est en Europe, mais ici au Congo, ici dans le pays, chaque rentrée de classe, cette dame donne le kit scolaire complet à beaucoup d'enfants vivant avec handicap, une 50aine. Et le 3 décembre de chaque année, cette dame réunit pas moins de 200 personnes auxquelles elle remet des vivres et des non-vivres. Mais elle vit avec handicap, elle parle français comme une blanche. Donc, moi je crois que ce qui manque aux personnes vivant avec handicap, ce ne sont pas des talents, ce ne sont pas des atouts, mais ce qui leur manque, c'est la possibilité de mieux faire. Parlons de ceux qui sont sur le boulevard. Parlons de celles qui sont sur le boulevard. On leur remet l'argent tous les jours. On ne sait pas combien on leur remet, mais ils s'en tirent quand même avec quelque chose. Pourquoi ne pas s'organiser comme ceux-là qui font Kinshasa-Brazzaville? Pourquoi on doit toujours continuer à les voir sur le boulevard? Mais dans les temps, les personnes vivant avec handicap traversaient. Vous savez qu'elles traversaient avec leurs chaises roulantes et elles allaient au Congo-Brazzaville jusqu'à ce que la situation s'envenime. C'est comme ça qu'elles se sont ressaisies. Je vous dis que je côtoie les personnes vivant avec handicap. La plupart d'entre elles sont capables de faire des choses que parfois même les personnes valides ne peuvent pas faire. Mais le problème, c'est que c'est l'organisation, le fait de mettre ces personnes dans les conditions acceptables pour qu'elles puissent aller de l'avant. Aujourd'hui, on peut peut-être s'appesantir sur ce que vous êtes en train de dire. Si le gouvernement doit poser des actes en faveur de ces personnes, par où le gouvernement doit commencer? Mais à travers leurs ministères, bien sûr, mais à travers les ministères en charge des personnes vivant avec handicap. Moi, je crois qu'il faut d'abord répertorier
toutes ces organisations, toutes ces ASBEL des personnes vivant avec handicap et faire en sorte que chacune d'elles, parce qu'elles se sont aussi organisées. Je connais beaucoup d'organisations. Je vous ai dit qu'il y a 8 centres aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a plus. Des centres équipés? Oui, des centres équipés qui reçoivent des personnes vivant avec handicap. J'ai visité quelques-uns. J'ai été au centre. Ces personnes habitent là-bas? Oui, ces personnes habitent là-bas avec leurs enfants, comme les centres d'Ingili là-bas vers quartier 7. Je suis allée personnellement là-bas. Je suis allée à Kassavoubou, j'étais sur Willery. Les conditions de vie sont bonnes? Bon, les conditions pas du tout. Comme les centres que j'ai visités là, ils se plaignent. Ceux qui vivent là-bas, ce sont des personnes vivant avec handicap, avec leurs petits-enfants. Ils se démènent pour vivre, pour survivre. Or, ces centres sont connus. Moi, je pense que s'il y avait aide ou intervention, on pouvait d'abord commencer par ces gens qui se sont regroupés dans les centres. Réhabiliter les centres. Réhabiliter les centres, comme les centres d'Ingile quand je suis allée là-bas. Mais quand il pleut, ces personnes-là sont debout. Parce que les conditions ne sont pas acceptables. Donc, je crois qu'on peut faire quelque chose pour ces personnes qui ne sont pas nées comme nous, qui n'ont pas toute la force ou tous les membres pour faire ce que nous faisons. En tout cas, il faut qu'on fasse quelque chose quand même d'exceptionnel. Nous avons reçu ici sur Top Congo FM les délégués des écoles des malvoyants qui se plaignaient des conditions d'apprentissage des élèves. Tout à fait. Est-ce que, au niveau des écoles qui doivent scolariser ces enfants vivant avec handicap, les problèmes persistent? Beaucoup de problèmes persistent, madame. Je vais vous parler de la gratuité de l'enseignement de base. Je vous ai dit que cette gratuité découle de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Il y a beaucoup d'instruments au niveau national ici, au niveau africain et au niveau international. Tous les enfants doivent aller à l'école. Oui, la gratuité a fait beaucoup de choses. Félicitations. Il y a aujourd'hui beaucoup d'enfants qui ont repris les chemins de l'école grâce à la gratuité de l'enseignement. Mais le problème, c'est ça la question. Qu'on pose maintenant la question. Combien d'enfants vivant avec handicap ont aussi repris les chemins de l'école grâce à la gratuité? Quand on sait qu'un enfant qui est malvoyant, madame, qui habite Maluku, il n'y a qu'une seule école, c'est un exemple que je donne, des enfants malvoyants qui se trouvent sur Cabinda. Ça, c'est un exemple. Comment, même si l'école est gratuite, comment est-ce que cet enfant, dont les parents sont très pauvres, va quitter chaque fois Maluku, à près de 80 km, pour venir bénéficier de la gratuité dans cette école? Vous voyez les grands problèmes qui se posent. Parce que quand on vit avec handicap, même si la chose est gratuite, même si l'instruction est gratuite, mais il y a un préalable. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre en place un bus ou 2 bus Transco pour transporter et les personnes vivant avec handicap et leurs enfants, par exemple? C'est pas une discrimination là, parce que je crois que de plus en plus, on commence à les mettre tous ensemble dans les... Ailleurs, je crois que c'est ce qui est fait. On met les enfants vivant avec handicap avec les enfants valides pour taire de plus en plus ces discriminations. Mais même si on fait cela, les conditions restent toujours posées, madame. Parce qu'un enfant malvoyant, il faut qu'il y ait l'écriture des brailles. Et il y a ça s'appelle encore comment pour les enfants malentendants. Donc, vous n'allez pas me dire que vous allez bannir cet handicap parce que vous voulez que les enfants soient mixtes, soient dans une même salle. Même ça veut dire que même les enseignants doivent être... même les corps enseignants doivent être spécifiques à niveau à ces enfants. Vous allez les mettre ensemble, oui. Mais les conditions restent toujours posées. Ça veut dire même notre pays n'accorde pas beaucoup de chance à cette catégorie de personnes. Non, je ne peux pas le dire. Je vous ai dit au début qu'il y a beaucoup d'avancées significatives qui ont été remarquées. Sur texte. Sur texte, même dans les faits. Parce qu'il y a une personne vivant avec handicap qui est ministre aujourd'hui. Jamais la personne vivant avec handicap, depuis 1960, n'était élevée à ce point-là. On accepte. C'est une avancée. Il y a une loi. Il ne faut pas négliger la loi, madame, parce que la Bible même dit qu'il ne faut pas négliger les faibles commencements. Donc, il faut commencer quelque part et cette mandature a fait en sorte que la personne vivant avec handicap soit au moins considérée. Ça, il faut le dire. Moi, je ne peux pas
vous laissez dire ça qu'il n'y a rien. Non. Je n'ai pas dit qu'il n'y a rien. Oui. Je dis ceci. Oui. Elle est ministre, Oui. certes. Mais à vous entendre parler, dans les écoles, les personnes vivant avec handicap ne sont pas correctement prises en charge. Oui. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Ça n'exclut pas le fait qu'il y ait la ministre Essambo à son poste. Oui. Qu'est-ce qui a changé dans le concret? Vous parlez des avancées dans le texte. Oui. La ministre Essambo est là, mais on continue de voir ces malvoyants sur le boulevard en train de commander. Les malentendants se plaignent du fait que dans les écoles, leur école était même en train d'être spoliée, je crois au niveau de Kalamou ici, si je ne me trompe pas. Les malvoyants ont des problèmes. J'ai déjà assisté à l'examen d'État où il fallait qu'ils attendent qu'il y ait des traducteurs, qu'on puisse mettre les items en braille pour qu'ils puissent travailler. C'est toujours des problèmes. C'est vrai qu'il y a des avancées significatives, comme vous le dites, mais il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. Moi, je voudrais que le jour que vous aurez à recevoir Madame Ministre, c'est elle qui pourra venir avec les chiffres des améliorations qui ont été observées. Mais moi, ce que je parle de ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, de ce que je vois au quotidien. Prenons madame, puisqu'on reste dans le monde de l'éducation. Tout à fait. Prenons une école, comme on dit, les grandes écoles de Kinshasa ici. Privée ou publique. Conventionnée, oui. Ou privée ou publique. Ou publique, oui. Quelle est cette école qui a tout le dispositif pour les enfants vivant avec handicap puissent étudier? Quelle est cette école qui a prévu? C'est des écoles construites depuis l'époque coloniale. Oui, depuis l'époque coloniale, avec une capacité d'accueil limitée. Les écoles privées qui sont construites depuis quelque temps sont pour la plupart en étage. Oui. Il n'y a pas de rampes. Est-ce qu'il y a des rampes pour ces élèves? Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des ascenseurs pour ces élèves? Il n'y en a pas. Est-ce que ces élèves ont la possibilité d'écrire au tableau quand les tableaux se trouvent à une certaine hauteur qu'ils auront du mal à atteindre? Du moins pour des écoles que moi j'ai eu à visiter, non, il n'y en a pas. Et c'est comme ça que nous continuons à lancer l'alerte à ceux qui ont la responsabilité en charge pour que tout ça soit fait. Parce que aujourd'hui, on a beau dire, comme vous avez dit, il y a la loi, il y a ceci, cela, mais si tout ça reste dans les textes, alors que dans les faits, il n'y en a pas, je crois qu'on est parti pour un échec parce que même les législateurs disent qu'une loi qui n'a pas de suivi, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Et je crois que ceux qui ont la responsabilité de ces personnes doivent quand même faire quelque chose. Parce que si aujourd'hui, on prenait les 15 millions de personnes vivant avec handicap du Congo-Kinshasa, on les met dans les pays africains qui ont moins de 900 000, ça ferait 5 pays africains. Donc, on peut peupler les 15 millions de personnes vivant avec handicap qui vivent ici au Congo et en faire 5 pays africains de moins de 900, de 10 000 ou de 5 000 habitants. C'est énorme, très énorme. Je crois qu'il faut que quelque chose de spécial et de spécifique soit fait pour ces personnes-là. Quelle serait cette chose-là? C'est-à-dire répertorier d'abord les personnes vivant avec handicap, connaître leurs desiderata et chercher quand même des solutions idoines. Il y a déjà eu les états généraux ici des personnes vivant avec handicap. C'est ça les grands problèmes. Moi, je crois qu'il faut les états généraux des personnes vivant avec handicap. J'ai eu déjà à recevoir sur mon plateau pas moins de 80 ONG de personnes vivant avec handicap, le président des aveugles du Congo, le président des pygmées du Congo, le président des personnes atteintes d'albinisme du Congo. Mais ce sont des personnes très performantes, madame. Est-ce que ces personnes-là travaillent ensemble? Oui, elles travaillent ensemble. Ils ont leur bureau, ils ont leur organisation. Elles s'organisent quand même entre elles. Mais je crois que comme l'État, c'est l'État qui doit tout organiser. Le rôle de l'État aussi, c'est d'organiser la masse, de diriger la masse, d'orienter la masse. Je crois que l'État doit poser son regard sur ces personnes pour que les choses bougent quand même positivement. Je vous avais posé une question à laquelle vous m'avez peut-être répondu de manière superficielle. Je posais la question de savoir si l'État doit poser des gants
des grands actes et de poser des grandes gestes, actions, oui, des gestes. grandes actions aujourd'hui. Ce serait quoi la priorité? La priorité... Parce qu'on voit déjà que dans les écoles, on n'a rien prévu pour les personnes vivant avec rien du tout. handicap, notamment les handicapés moteurs, même les malvoyants, les malentendants. Dans nos écoles dites grandes, ces enfants-là ne seront pas correctement pris en charge parce que le corps enseignant n'est pas formé pour cela. Est-ce que, au niveau déjà des écoles maternelles, est-ce qu'il existe des écoles maternelles qui prennent en charge les enfants vivant avec Je n'en connais pas moi personnellement. Peut-être qu'elles existent. Est-ce que dans la filière de formation même des enseignants, est-ce qu'on leur donne des cours pour être en mesure de prendre en charge les personnes vivant avec handicap? C'est ça le grand problème. Parce que moi qui vous parle, j'accompagne ces personnes il y a 6 ans maintenant. Si je suis devant un sourd-muet, je ne connais pas le langage des signes. Et vous trouvez qu'il y a déjà beaucoup d'innovations sur des grandes chaînes internationales. Quand vous regardez TV5 Monde, CNN, VOA, toutes ces chaînes-là, vous trouverez qu'il y a quand même des interprètes. Même il y a RTNC, il y en a ici dans le journal. L'accès à l'éducation, c'est reconnu par la loi, même par notre constitution. Mais sur la chaîne nationale, ici chez nous, sur la chaîne nationale, c'est le journal. C'est le journal qui est, mais pas les émissions pour les enfants. Alors que ces gens-là aussi doivent accéder à l'information. Comment est-ce qu'ils peuvent accéder s'il n'y a pas un corps enseignant qualifié? C'est-à-dire un corps enseignant qui puisse accompagner ces personnes. Nous sommes dans une année électorale. Est-ce que la loi électorale a déjà été mise? C'est ça aussi le grand problème, madame. Je ne sais pas jusque-là. Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'on a fait des versions audio ou je ne sais pas, parce qu'eux parlent les aveugles. Le problème aussi, c'est l'intégration de la personne vivant avec handicap dans les instances électives, nominatives ou électives. C'est ça aussi le grand problème. Est-ce que c'est déjà une catégorie exclue à l'avance? Mais comment est-ce que... Parce que nous sommes dans une année électorale. Mais je vous ai dit que la cooptation était exclue. Quelqu'un qui n'a pas toutes ses 2 jambes, mais qui a quand même la capacité au niveau de la tête, comment est-ce qu'il va battre campagne? Déjà, la mobilité des personnes vivant avec handicap pose problème, je vous ai dit ici. Pour quitter d'un point à l'autre, ceux qui se disent valides ont déjà des grands problèmes de déplacement. À plus forte raison, les gens qui n'ont pas de Dieu, qui n'ont pas de, je ne sais pas, comment est-ce qu'il va même s'engager pour battre sa campagne et devenir quelqu'un? Donc, les conditions au préalable ne sont pas acceptables. Est-ce que les textes fondamentaux sur les élections sont Il y a la loi organique sur la CENI, madame. Mis en langage braille? Bon, jusque-là, moi, en écriture braille, pardon. Oui, c'est pas à moi de répondre à toutes ces questions. Mais vous les côtoyez quand même, ils ne se sont pas plaints par rapport à ça. Je peux vous dire que pour les personnes vivant avec handicap que j'ai côtoyées, jusque-là, non, elles ont des problèmes. Or, la CENI pouvait quand même faciliter la tâche à ces personnes pour qu'elles occupent. Madame, sur cette terre... Je n'ai pas encore entendu, je ne sais pas, je n'ai pas encore entendu une sensibilisation organisée par la CENI en faveur des personnes vivant avec handicap. C'est ça le grand problème. Ça veut dire où on rencontre toutes ces personnes-là. Ces personnes, elles disent c'est quoi la loi électorale. La loi électorale, pour ceux qui n'entendent pas en langage de signes, on leur explique la loi électorale. Tout à fait. Et peut-être comment elles peuvent aussi participer. C'est ça le grand problème. Aujourd'hui, quel est le grand plaidoyer? Bon... Pour la CENI? Pour vous qui travaillez avec pour moi, aux côtés des organisations qui suivent ces personnes. Moi, j'accompagne ces personnes. Je peux vraiment dire quelque chose parce que j'ai eu à parler avec ces personnes, les visiter. Je suis allée même jusqu'à Maluku. Une fois, je suis allée faire une émission à Maluku avec les personnes vivant avec handicap. Le problème est le même. C'est-à-dire, ces personnes entreprennent. Ils ont quand même leur boutique, leur menuiserie ou autre chose. Le problème, c'est la subvention de l'État. L'État devrait quand même répertorier toutes ces personnes, savoir qu'est-ce qu'elles font et les accompagner. C'est vrai que ça peut passer par les ministères, mais tout le monde ne sait même pas qu'il y a un ministère des personnes vivant avec handicap. Je suis allée à Maluku, un peu loin d'ici, en Bankana. Il y a des personnes qui ne savent même pas qu'il y a un ministère des personnes vivant avec handicap.
il faut répertorier toutes ces personnes et essayer un peu d'ajouter quelque chose à ce qu'elles font déjà. Sur le plan éducatif, un enfant vivant avec handicap ne peut pas accéder à l'éducation, même si elle est gratuite, sans préalable. Un enfant qui ne voit pas, qui n'entend pas, il faut des structures adaptées et un corps enseignant qualifié pour accompagner ces enfants. Même s'il faut les mettre dans une même salle de classe avec les autres enfants, je crois qu'il faut quand même un préalable pour rendre l'éducation de ces enfants possible. Quel préalable? Le préalable, c'est la disponibilité des entrants relatifs à ces personnes. C'est-à-dire, un enfant albinos, il faut disponibiliser les lunettes anti-solaires, il faut disponibiliser les crèmes pour sa peau, parce qu'il en a droit en tant que personne. Les enfants qui sont aveugles nés, qui ne voient pas, qui n'entendent pas, il faut disponibiliser les outils qui font en sorte que ces enfants puissent apprendre. Sinon, la gratuité, oui, mais elle sera morte pour cette catégorie. Vous parliez tantôt de la gratuité. Beaucoup d'enfants en situation de handicap n'en ont pas bénéficié. Ouais. Pourquoi? Mais justement pour ce que je viens d'énumérer. Je vous ai donné un petit exemple, madame. Un enfant malentendant, il vit par exemple en scellé. Les écoles pour les enfants malentendants ne sont pas partout. Elles peuvent être ici. Est-ce que c'est pas déjà un problème? C'est aussi ça un problème. Parce que notre plaidoyer aujourd'hui... Les centres de formation, les écoles. C'est ça le problème. Il n'y en a pas suffisamment. Notre plaidoyer aujourd'hui est que la gratuité s'accompagne aussi de quelques centres pilotes, ici dans la capitale et en province, pour permettre à ces enfants vivant avec handicap ou en situation de certaines vulnérabilités, comme les enfants atteints d'albinisme, d'accéder à l'école, surtout à l'école de base. Parce qu'on peut bien beau chanter pour dire, voilà, il y a ceci, cela, mais dans le fond, il y a une catégorie qui est mise en marge. Et notre plaidoyer aujourd'hui, c'est la construction de ces centres pilotes spécifiques à chaque cas de handicap pour permettre à ces enfants d'étudier comme les autres. Si on vous demandait de formuler quelques recommandations pour que nous puissions terminer avec le numéro d'aujourd'hui, quelles seraient ces recommandations à l'endroit du gouvernement et à l'endroit des personnes vivant avec handicap elles-mêmes? Oui, au gouvernement, je jette mes fleurs parce qu'il y a beaucoup d'avancées déjà. Bon, pas beaucoup, mais il y en a déjà qui ne sont pas dans les autres pays. La loi organique pour les personnes vivant avec handicap, un ministère des personnes vivant avec handicap, il y a le secrétariat général des personnes vivant avec handicap et nous plaidons pour l'installation d'un programme national des personnes vivant avec handicap. Il existe déjà une politique? Oui, la politique est en cours parce que ce ministère aussi est en train de beaucoup travailler, il faut les reconnaître. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites en faveur des personnes vivant avec handicap, même si les moyens ne suivent pas. Le problème, c'est aussi les moyens. Il faut beaucoup de moyens pour permettre à ces ministères de travailler. Je ne suis pas ici comme défenseur de ces ministères, mais j'accompagne ces personnes, je vois les difficultés qu'il y a. Et sur le plan scolaire, surtout, il faut disponibiliser les structures scolaires adaptées à chaque cas de handicap, même d'une manière symbolique. Qu'on fasse tous ces centres qui forment les personnes, les enfants en situation de vulnérabilité. Et la promotion des valeurs préventives est très importante, madame, parce qu'il y a aussi beaucoup de discrimination au niveau des écoles, où ces écoles, quand un enfant vit, il est atteint d'albinisme, chaque fois tu lui dis « Mundele, Mundele, Mundele ». Bon, apparemment c'est rien, mais quand un enfant... Psychologiquement, ça atteint. Psychologiquement, et qui dit ça, c'est son enseignant. Un enseignant qui pouvait interdire aux autres collègues de ne pas se moquer de lui, c'est lui qui lui dit chaque fois. Donc il faut vraiment combattre la discrimination dans tous les milieux. Cette discrimination au niveau des écoles. Au niveau des familles également. Au niveau des familles également, car la communication est fondamentale. Et vous savez que dans les Roms antiques, les Romains disaient que la communication était au cœur des rapports sociaux. Donc, il faut vraiment sensibiliser et nous remercions, je remercie à travers votre micro, M. Christian Lusakweno, qui a donné quand même cette occasion à des personnes comme nous
pour passer ici et parler de ceux-là qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes et qui ne peuvent pas en quelques secondes, qu'est-ce que vous pouvez formuler comme recommandation à ces personnes vivant avec handicap et on va chuter par là? La personne vivant avec handicap, moi j'ai toujours dit aux personnes vivant avec handicap qu'il faut s'aimer soi-même d'abord. Il faut s'accepter dans ces conditions-là. Mais pas se considérer comme une malédiction. Mais pas se considérer comme une malédiction. Je vais vous dire un petit adage, je vais terminer par là. Madame, on a demandé à Bob Marley, c'est un ancien musicien jamaïcain. On lui a posé la question en anglais, Bob, es-tu blanc ou noir? Bob a sursauté sur sa chaise, il a dit ça en anglais. I know that people wonder if I'm black or white, but my own heart knows that I'm from Africa and I've got in me the African roots. Bob a dit, quelle que soit la spéculation qu'il y a autour de la couleur de ma peau, autour de ma provenance, ce que moi je sais, c'est que je viens de l'Afrique et que j'ai en moi les racines africaines. Ce que je voudrais dire aux personnes vivant avec handicap, c'est que, quelle que soit la spéculation qu'il y a autour de ces personnes, il y en a qui disent c'est de la malédiction, c'est une malédiction naître avec handicap ou devenir handicapé. C'est que ces personnes ont la même origine que nous. C'est Dieu qui les a créés et le législateur dit que les premiers des droits, c'est les droits à la vie. Si Dieu a déjà donné la vie à la personne, accepter cette personne telle qu'elle se présente et aider la personne à contribuer à la vie et à l'avancement. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, Madame Sophie Kanjinga. Je rappelle que vous êtes journaliste à RT Duc. Vous travaillez avec les personnes vivant avec handicap. Vous animez une émission spécifique consacrée à cette catégorie de personnes, mais vous accompagnez également au quotidien les organisations non gouvernementales s'occupant avec les personnes vivant avec handicap. Ce fut pour nous un plaisir de vous avoir sur ce studio pour parler de cette catégorie de personnes souvent marginalisées dans notre société, marginalisées par la société, mais d'autres ne s'acceptent pas également elles-mêmes, ce qui constitue une grande barrière pour leur avancement. Nous espérons vous avoir dans les tout prochains jours, peut-être pour reparler encore des questions qui touchent à cette catégorie. Merci à vous, fidèles auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis. Merci à vous, amis internautes, qui nous suivez. Merci également à Miguel Mena qui a coordonné, Patrick Mungongo qui a assuré la prise de vue, John Condé qui a assuré la prise de son. N'oubliez pas, le rendez-vous, c'est tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusion le dimanche après le journal de 19h. Si Dieu nous prête vie, nous allons encore nous retrouver pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Prise en charge des personnes vivant avec handicap, comment est-elle organisée? Pourquoi font-elles objet de discrimination? Que fait le gouvernement pour les protéger? Le débat au féminin en parle ce samedi avec Madame Sophie Kanjinga, journaliste travaillant avec les ONG qui s'occupent des personnes vivant avec handicap. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h.